Bienvenue dans ce podcast dédié à l'écologie humaine, où sont mises en lumière les initiatives et réflexions qui retissent des liens, que ce soit entre humains ou entre ces derniers et le reste du vivant. Explorons alors ensemble les chemins défrichés par ces porteurs de projets qui souhaitent faire rayonner une belle solidarité et un vrai respect de leur environnement. Allez, c'est parti, il est temps de construire ensemble un monde mieux relié, plus humain, mais surtout davantage bienveillant. Bonjour Mathieu Lacouverane, merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Et pour commencer, Solveig Dopp, la déléguée générale du Courant pour une écologie humaine, va prendre la parole pour vous présenter rapidement et puis nous enchaînerons sur quelques questions autour de votre activité. Mathieu Lacouverane, vous avez un parcours très foisonnant. Vous êtes ingénieur agronome de formation. À la suite de ces études, vous avez notamment travaillé dans une ONG dont le sujet principal était le déploiement de l'agriculture durable. Dans ce cadre, vous avez multiplié les allers-retours entre Paris et Bruxelles pour avancer sur la question des pesticides notamment. Et ben, ma foi, au bout de quelques années de ce rythme qui était de plus en plus effréné, vous avez décidé de faire un virage à 180 degrés et de changer de région et de métier. Vous avez alors fait un tour de France de 5 mois des producteurs de cidre à vélo. Et puis avec votre femme, vous vous êtes finalement installé dans le Perche, en Normandie, où vous avez fondé il y a maintenant 5 ans la cidrerie La Courvérane. J'ajoute pour compléter ce rapide portrait que vous êtes un heureux papa depuis quelques mois. Mathieu Lacouverane, dites-nous maintenant pourquoi parler de culture de la pomme et de fabrication du cidre dans le cadre du Courant pour une écologie humaine. Bonjour à tous et merci pour l'invitation. En fait, la pomme, ça pourrait être presque une excuse. En tout cas, c'est un symbole assez fort dans l'histoire. Mais en fait, c'est surtout l'interconnexion, le carrefour de plein de problématiques qui vont s'entrecroiser. Et en fait, quand on prend la pomme et qu'on déroule les thématiques qu'il y a autour, on va tout de suite se confronter, du coup, à la production durable, hein. C'est peut-être l'idée qu'on peut avoir en premier, l'agriculture durable. Comment on va gérer ça? Mais en fait, on se rend compte aussi que du coup, ça va être des enjeux politiques. Comment est-ce qu'on va monter une filière pomme? Est-ce qu'on va la valoriser ou pas? Est-ce que, on va autoriser des pesticides ou pas? Tout ça, c'est des questions qui vont être éminemment politiques. Et puis, c'est aussi le fruit d'un terroir, d'un territoire, et donc ça va être quelque chose de très culturel. Ça va renvoyer chez, chacun qui vit, de près ou de loin, à côté d'un pommier à, plein de d'images, de pensées, peut-être de souvenirs aussi. Et donc on a, vraiment toutes les facettes des relations humaines qui peuvent, être évoquées, en tournant autour de la pomme. Principalement, la pomme, c'est quand même quelque chose qui est vraiment à l'interaction entre l'homme et les territoires. En fait, c'est un support qui va être cultivé et qui, du coup, s'ancre dans un territoire. Et donc, du coup, c'est toutes les interactions sociales, écologiques qui vont être évoquées à ce moment-là. Quand on parle de territoire, c'est plein d'enjeux à nouveau. Quand on déroule, on va très vite avoir des questions d'identité territoriale. Ça peut être tout simplement une identité paysagère, ça peut être aussi une identité architecturale. Donc il y a le sol, le climat qui jouent là-dedans, mais ça peut être aussi des questions économiques, des questions touristiques, des questions de richesse patrimoniale ou de richesse tout court. Et donc là, on retrouve, du coup, les questions politiques, qui vont être liées à ça. Alors que, voilà, cultiver une pomme, parfois, c'est juste planter une graine et puis derrière ça impacte plein de choses. Pouvez-vous nous en dire plus sur la pomme? Quelle est son histoire? L'origine de la pomme, c'est le Kazakhstan. Et encore aujourd'hui, on a des forêts primaires de pommiers avec, plein de variétés. Et ce qui est amusant, c'est que c'est souvent des grosses pommes, assez juteuses et sucrées, ce que l'homme essaye de développer aujourd'hui. Mais ça a été fait par l'ours. En fait, l'ours, lui aussi, il a préféré les grosses pommes et les plus sucrées et donc il a sélectionné les variétés de pommes au fil des centaines de milliers d'années qui ont défilé devant lui et il a sélectionné les grosses et les sucrées. Donc souvent, les pommes du Kazakhstan, à l'origine, sont grosses, sucrées et assez goûtues. Et donc c'est ce même ours qui va commencer à déplacer la pomme en se baladant, en faisant, ses besoins et du coup, les pépins vont pousser, se déplacer et on va retrouver en France les premières traces de pommes déjà au néolithique. On a des grottes à Marseille où on a retrouvé dans les déjections humaines des pépins de pommes, donc qui attestent de la présence de la pomme à cette époque-là. Alors on est plutôt sur des pommiers sauvages, plutôt buissonnants, plutôt des fruits souvent acides, pas forcément les plus goûtus à notre goût aujourd'hui, mais c'est une source de sucre et donc c'est important.
Derrière ça, on va avoir le développement de la sélection des variétés qui se met en place avec la sédentarisation, les moines qui commencent à faire les premiers vergers. L'homme a toujours trouvé ça plutôt rigolo de faire fermenter les choses, pour faire de l'alcool. Donc on a les premières traces de bière, et donc de cidre qui arrivent assez rapidement. Ah ça c'est le propre de l'homme de d'avoir le sens de la fête, on peut dire. Et donc ces boissons fermentées qui, aident à généraliser la consommation de ce fruit, mais en fait surtout qui répond à un besoin, notamment au Moyen Âge, de boissons saines, parce que du coup l'eau n'est pas toujours bonne, elle peut être souvent croupie et en fait, les boissons alcoolisées, alors légères, souvent on coupait le vin avec de l'eau, pareil le cidre. L'idée c'était que les levures, en faisant de l'alcool, vont désinfecter l'eau qu'on va consommer et donc c'était un gage de boisson, saine pour survivre en fait tout simplement. Suite à ça, l'histoire de la pomme, elle se développe pas mal, à la fin du 19e, notamment parce qu'on fait la guerre et pour la guerre, il faut de la poudre et pour sécher la poudre, il faut de l'alcool et on n'a pas encore la pétrochimie. Du coup, les mirabelles, la pomme, les cerises, sont cultivées en masse pour faire de l'alcool qui va pas du tout être consommé, par l'homme, mais qui va être utilisé pour, sécher la poudre à canon. Dans les années 1920, on a du coup une baisse de la consommation puisqu'il y a l'arrivée du pétrole et donc on se dit: «Qu'est-ce qu'on va faire de toutes ces pommes?» Et donc là, il y a l'industrialisation de la fabrication du cidre qui se met en place. Et donc on a les premières unités de transformation avec des folklores, notamment portés par quelques grandes marques qui sont encore aujourd'hui présentes, qui permettent de faire des quantités de cidre qui vont plaire au public. Mais en fait, historiquement, le cidre, en fait, a toujours été marginal dans les consommations d'alcool humaines. Aujourd'hui, le cidre industriel tend à diminuer et on a une baisse de consommation, du cidre en bouteille plastique et peut-être tant mieux. Ça va plutôt se diriger vers une augmentation des consommations de cidre de producteurs, donc de petits producteurs indépendants. Là, on peut introduire ce qui existe aujourd'hui en termes de producteurs. On va avoir les producteurs fermiers, artisanaux et industriels, ces 3 types de producteurs. Producteur industriel, il achète ses pommes et fait du cidre de manière industrielle, donc souvent concentré de pommes, gazéification. Le producteur artisanal, en fonction de son échelle, il achète les pommes et les transforme et donc là, c'est plus ou moins qualitatif sur les process et le dernier mode de transformation, c'est le producteur fermier qui a souvent une image un peu poussiéreuse, une image, souvent avec des cidres un peu courts de ferme et pourtant, le producteur fermier, c'est celui qui cultive ses pommes et les transforme et donc le producteur récoltant, en fait, est un producteur fermier. Voilà, juste pour les petits termes. Et voilà pour l'histoire aussi de la pomme. Qu'en est-il aussi de sa consommation, que ce soit en France ou bien même à l'échelle mondiale? Alors la pomme, c'est un en France, c'est le premier fruit consommé, même si sur les étals de supermarchés, c'est pas toujours ce qu'il y a de plus excitant. Et je dois avouer que moi, quand j'habitais du coup à Paris, je mangeais plus de pommes et j'ai redécouvert ça en arrivant dans le Perche, là où j'habite maintenant, en Normandie, où vraiment on découvre un nouvel univers. Si on peut dire aussi que quand même un petit point, que c'est le deuxième fruit à l'échelle mondiale. Donc en fait, c'est quand même vraiment un fruit extrêmement consommé. C'est derrière la banane. La banane, c'est d'autres enjeux, politiques lourds, c'est des enjeux de filière importants parce que c'est le fruit qui se veut le plus accessible, si bien qu'il y a une variété qui domine le marché, hein. Je crois que c'est à peu près la moitié des bananes, c'est une seule et même variété. Donc ça pose des vraies questions en termes de durabilité d'un système agricole et aussi en termes de durabilité de filière, puisque du coup, c'est une guerre des prix mondialisée et du coup, il y a beaucoup d'enjeux sur la banane, un peu moins sur la pomme. La raison, c'est qu'on a conservé des variétés qui vont être propres à leur territoire. Alors même s'il y a des variétés qui sont ultra connues comme la golden, qui vont être développées sur l'ensemble du globe, on a quand même souvent des particularités territoriales, des espèces qui vont être beaucoup plus adaptées à certains systèmes, plutôt qu'à d'autres et donc du coup, on va avoir un petit peu plus de résilience. Il en reste pas moins que, comme la banane, c'est un fruit qui va être, pour être amené justement dans les supermarchés, extrêmement traité. C'est jusqu'à 36 traitements sur un fruit pour qu'il soit, beau principalement, hein, ça il faut le dire. Parlons ensemble du territoire où se situe votre cidrerie. Vous êtes donc dans le parc naturel régional du Perche en Normandie et vous bénéficiez d'une AOC, appellation d'origine contrôlée. Mais qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça fait 4 ans, bientôt 5, que le perche est en appellation. Alors, d'abord, c'est une AOC, en fait, quand on fait la demande et AOC, ça correspond à l'échelle française. On est d'abord une AOC et maintenant on est même une AOP. En fait, l'AOP, c'est quand on a la reconnaissance de ce label à l'échelle européenne. En fait, c'est plutôt une question administrative. Il y a 2 ans d'AOC et après ça devient une AOP. Sinon, c'est exactement la même chose, en substance.
Et donc, l'AOP permet de qualifier des cidres qui vont avoir une typicité qu'on ne va pas retrouver par ailleurs dans les autres territoires. Donc, en France, il y a des AOP en Bretagne, il y en a une en Cornouailles. Sinon, c'est en Normandie avec, par exemple, le Cotentin, le Pays d'Auge et du coup, maintenant, le Perche. Et donc ça veut dire qu'on a un sol, un climat et un savoir-faire humain qui va être différent de ce qui existe dans les autres, territoires. Et donc, ça va notamment se baser sur les variétés de pommes qui sont utilisées. Donc nous, par exemple, dans le Perche, on a des variétés de pommes qui vont être cultivées uniquement dans les 20 km², qui correspondent à l'aire du cœur du parc naturel du Perche. On va pas du tout les retrouver ailleurs et souvent, c'est qu'elles se transportent mal et du coup, elles sont intéressantes à être cultivées et transformées sur place et donc elles se sont pas développées, ailleurs. Donc les variétés de pommes, les modes de conduite au verger. Donc on a une identité paysagère qui va être propre aux arbres qui sont greffés, taillés sur le territoire du Perche. Beaucoup de hautes tiges notamment. Pourquoi le haute tige? Donc il y a une identité paysagère, mais il y a aussi un intérêt écologique qui est très important sur ce mode de conduction. En gros, le haut tige, c'est l'arbre, de plein champ, donc de véritables arbres, à contrario du verger basse-tige. Verger basse-tige, ça va être des arbres nains menés en haies fruitières mais du coup beaucoup plus traité, taillé et aussi beaucoup plus productif, hein, il faut le dire. Mais du coup, on va pas pouvoir accueillir la même biodiversité au verger avec ce type de d'arbre. Cependant, il faut quand même prendre en compte les considérations économiques de la production de pommes et le verger Bastille produit beaucoup plus et beaucoup plus vite dans le temps. C'est 4 ans contre 12 pour un arbre, haute tige. Du coup, c'est quand même assez plébiscité, aujourd'hui par les producteurs. Donc, faire partie d'une AOC, c'est une expérience très riche. Comme vous l'avez dit, ça permet d'avoir une variété de pommes, une identité, unique. Mais, est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu plus en détail si justement cette AOC, elle va plutôt offrir, des opportunités ou au contraire on est plus sur des contraintes? Le cahier des charges donc joue sur les variétés, les modes de conduite et aussi derrière la fabrication jusqu'à la mise en bouteille. Donc il y a des atouts et des contraintes de l'AOP. Les atouts, c'est principalement, pour ma part, le travail collectif qu'on a avec les autres producteurs. On est moins seul, on peut discuter, confronter, tout ça dans un climat relativement bienveillant puisqu'on a tous les mêmes objectifs. Donc ça, c'est vraiment intéressant. À l'échelle nationale, c'est une reconnaissance. C'est-à-dire qu'on a un site qui va être différent des autres, mais il y a toujours cette question du label et du fait que souvent un label de plus, ça va être noyé dans la masse des autres labels. C'est pas forcément un message clair auprès des consommateurs, donc est-ce qu'il y a une véritable image de l'AOP? Je ne sais pas. En tout cas, nous, ça nous permet de communiquer collectivement et du coup d'avoir un meilleur impact et sur le territoire et à une échelle, un peu plus importante. On est dans l'AOP tous en agriculture biologique, ce qui, je crois, n'existe nulle part ailleurs en France et donc ça, c'est montre bien déjà le fait qu'un verger est assez favorable à la biodiversité, de base, mais aussi qu'il y a une intention des producteurs dans notre territoire d'aller vers un système de production écologique et durable. Donc ça, c'est chouette et c'est aussi pour ça que je suis venu dans le Perche. C'est qu'il y a des bonnes volontés et beaucoup de bienveillance. Personnellement, après, moi, j'ai mes techniques, donc ça laisse quand même le champ libre. C'est-à-dire que, par exemple, dans l'AOP, je suis le seul à faire du ramassage à la main et c'est un choix technique de ma part. Je suis le seul à être 100 en haute tige et je suis le seul à réintroduire de la traction animale. Ça, c'est aussi parce que moi, j'essaye de reboucler ce qui a du sens pour moi. Ça correspond aussi au fait que sur le territoire, j'ai beaucoup de chance. Je suis dans une aire d'un parc naturel régional où ils cherchent à protéger l'identité paysagère. Les vergers aujourd'hui ne sont plus utilisés, donc ont tendance à être arrachés. Et donc, ils ont mis en place des contrats qui facilitent l'installation des jeunes, où on remet en état les vergers, et en échange de quoi on ramasse les pommes. Et donc, ça m'a permis et de m'installer, de créer un climat de confiance, et surtout d'avoir les vieilles variétés sur des vergers hyper intéressants en temps biologique. Et concernant la production, quelles sont les différentes étapes pour produire un cidre bio AOC du Perche? Là, on est le 8 octobre et dans 7 jours exactement, on va être le 15 et ça va être le début de la campagne de ramassage de pommes. Alors, c'est assez tardif. Ça, c'est pour des raisons géologiques. En fait, le verger du Perche a ses racines dans une terre argileuse qui retient l'humidité et le froid durant l'hiver et fait que du coup, l'ensemble de l'année de production de pommes est en fait décalé d'un mois. Donc on va commencer un mois après le ramassage des pommes, partout ailleurs, en général, il a commencé. Ça bat son plein même et ça, c'est une des particularités de l'AOP et donc on va ramasser les pommes. Pour ma part, ramassage à la main du coup. L'intérêt, c'est qu'en fait, en ramassage machine,
quand on va, ramasser les pommes. Donc c'est des sortes de tracteurs avec des petites pales en plastique. Donc c'est pas non plus hyper violent, mais ça tape suffisamment les pommes pour qu'il y ait besoin de les presser dans les 48 heures qui suivent le ramassage. Le ramassage à la main, lui, permet de conserver les pommes longtemps, donc on les met en filet et on va les laisser 3 semaines au pied des arbres. Et l'idée, c'est que plus une pomme est mûre, plus elle va avoir d'arômes et donc plus on maximise son potentiel aromatique aussi pour le cidre. Donc on les laisse 3 semaines, on vient les chercher ensuite. Ensuite, on les presse. Donc la presse, c'est encore les presses, relativement traditionnelles, hein, donc c'est pas le bac en bois avec l'axe à tirer à la main, ça a quand même un petit peu évolué, mais on est quand même sur des toiles sur lesquelles on va broyer les pommes, on va récupérer le broyat de pommes, on l'enferme dans la toile et puis on va mettre une plaque, un grillage en bois et puis on fait ce gâteau de pommes, en fait, et on va venir le presser. En fait, c'est des méthodes assez simples, mais qui permettent du coup d'avoir des jus assez clairs et faciles à travailler derrière. Donc on arrive ensuite durant l'hiver et durant l'hiver, c'est la gestion des fermentations des cidres et plus ça va lentement, plus il fait froid, plus c'est intéressant pour nous parce que ça va conserver les arômes. Donc là, j'en profite pour faire une petite parenthèse. Il y a des enjeux en termes de, changement climatique, notamment de réchauffement climatique, où on voit et sur les variétés de pommes et sur les fermentations qu'on a un impact parce que le cahier des charges a été fait il y a 20 ans. On commence au 15 octobre. Bon là, on a eu un été assez froid, mais aujourd'hui, au 1er octobre, on se dit: «Mince, il faut encore attendre 15 jours» et j'ai quand même pas mal de pommes qui sont tombées plus tôt que prévu. Comment on arrive à gérer ça? Ça, c'est des vraies questions, de l'adaptation au changement climatique et donc pour les fermentations, il y a le même problème. C'est-à-dire qu'on se retrouve avec des mois de décembre assez chauds. L'an dernier, il faisait plutôt bon. Il y a 2 ans, c'était encore pire et du coup, on se retrouve en cave avec des fermentations qui vont trop vite et donc paradoxalement, il faut acheter un groupe froid pour maintenir les jus au froid et donc on fait du chaud avec ces groupes froids qui nous permettent de lutter contre le chaud, donc on est en plein paradoxe et c'est dommage. Voilà pour la parenthèse. Fermentation, durant l'hiver, les fermentations perdurent et on va faire la taille des arbres. Donc l'idée, pour ma part, c'est d'avoir beaucoup d'arbres que je vais pas traiter avec des pesticides, mais que je vais du coup beaucoup tailler. La saison de taille est assez intense, janvier, février, mars. On arrive en avril, c'est les mises en bouteille. Là, on a fait le choix de travailler et en fermentation spontanée et en prise de mousse naturelle en bouteille. C'est-à-dire qu'on a une bulle en bouteille qui est naturelle et qui est faite par les levures, donc ce petit champignon qui est sur la peau des pommes, qui lui, cohabite dans le verger et attend qu'une chose, c'est de pouvoir manger le sucre pour se développer, se multiplier et donc on va favoriser son développement et donc on va avoir des cidres qui vont chaque année être différents, donc ça, c'est pas toujours évident à gérer mais qui vont avoir un potentiel aromatique, encore une fois, plus important. Alors je parle à chaque fois de potentiel aromatique parce que de temps en temps, le potentiel aromatique, c'est 0 et du coup, même si on a tout mis en place pour que ce soit le meilleur goût possible, bah, il y a des fois le meilleur goût possible, c'est il y avait pas de potentiel donc en fait, il y a pas de magie non plus. Il peut y avoir des mauvaises années, même en travaillant entre guillemets «bien» tout du long. Mise en bouteille en avril et ensuite l'été, c'est la période de commercialisation principalement mais en fait, sinon c'est pas drôle, la commercialisation, l'administratif, les papiers de douane et cetera, c'est intense l'été, mais ça se surajoute à tout ce que je vous ai raconté, auparavant sur l'année de pommes. Donc c'est des choses qui sont parfois un peu compliquées à gérer. En tout cas, sur le territoire, on s'insère complètement et dans des filières, parce que du coup, on a du coup des fournisseurs en amont, des acheteurs en aval. Nous, le choix, c'est plutôt de vendre pour tout ce qui est restauration, caviste, épicerie fine. Qui est un choix qui correspond aussi au fait qu'on est sur des produits qui vont être, jugés plus haut de gamme. Et le cidre, c'est dans la tête de tout le monde, quelque chose qui coûte pas cher. Alors qu'en fait, on va faire, pour certaines cuvées, le même travail que, pour le champagne. Alors le prix de la terre reste, vraiment différent, hein. Donc il y a aussi des pressions sociales qui existent, juste parce que dans la tête de chacun, c'est comme ça. Et donc il faut un peu bousculer ces codes, donc c'est un peu le choix qu'on a voulu faire, c'est que pour se faire plaisir en travaillant des cuvées un peu différentes, un peu recherchées, on va essayer de plutôt s'associer à la restauration et donc il faut arriver à travailler et sur le produit et aussi sur son image pour arriver à s'insérer, localement aussi, économiquement. Un projet agricole, c'est beaucoup de temps et c'est aussi beaucoup de temps avant de se payer. Du coup, il y a des enjeux aussi économiques, personnels. Mais je pense qu'il faut pas avoir de tabou, là-dessus. C'est beaucoup d'investissement en temps et en argent. Alors il y en a qui disent, «Oui, métier passion». Je pense que c'est pas une vraie
une vraie excuse, de dire: «Bah, tu fais ce qui te fait plaisir». Il y a plein de fois, ça me fait pas plaisir, donc il y a les mêmes contraintes que dans tous les boulots. Remplir des factures, c'est pas rigolo. Téléphoner aux douanes non plus, aller chez le garagiste, pareil et donc on a chacun ses contraintes au quotidien et métier passion, oui, j'ai, et l'audace et l'opportunité de faire ce projet et aujourd'hui j'en suis très content. Mais c'est pas pour ça que demain il existera toujours, hein. Le contexte peut changer. Sur les premières années, le prix du verre a quasiment doublé et ça a remis en cause largement le projet. Finalement, on s'en sort, mais voilà, des questions à tous les niveaux. Mais que se passe-t-il avec le reste de la pomme une fois qu'elle a été pressée? La pomme, quand on la presse, il y a d'un côté le jus qui va en sortir, donc le mou, et de l'autre côté, ce qu'on appelle le marc, ce qui va être la portion solide de la pomme. Dans la plupart des cas, chez les producteurs, souvent, c'est composté, parce que du coup, c'est assez riche en sucre. Nous, pour notre part, là où je le fais, donc moi, je suis pas propriétaire de la presse, mais du coup, je vais presser chez des gens qui ensuite, donnent à manger, les résidus, aux vaches. Ça n'a pas d'intérêt, alimentaire, c'est plutôt un petit bonbon. Pouvez-vous nous en dire plus sur les bouteilles que vous avez choisies pour vos cidres? On a voulu travailler dès le début sur des questions de consignes, donc on s'est orienté vers des bouteilles qui s'appellent, champenoise lourde. L'idée, c'est qu'une bouteille, quand elle est recyclée, c'est bien, mais quand elle est lavée, c'est, incommensurablement moins énergivore que de l'avoir refondue et donc l'idée, c'est de travailler au maximum sur la consigne, donc on a pris des bouteilles qui peuvent être réutilisées, au maximum. Ce qui nous coûte assez cher, il faut l'avouer, mais ce qui nous permet aussi de travailler notamment sur la méthode traditionnelle dont je parlais tout à l'heure, où le cidre va beaucoup monter en pression dans la bouteille et donc c'est des bouteilles qui tiennent les 6 à 8 bars, sans trop de problème. En fait, à chaque fois, il y a des choix techniques et puis on se débrouille pour en faire des atouts, aussi. L'idée, c'est aussi de pouvoir se démarquer commercialement, comme on va être les seuls à faire du ramassage main dans l'art de l'AOP sur l'ensemble de notre gamme. On va proposer une bouteille qui est un peu différente pour que quand on la donne aux clients, ils se disent: «Ah bah tiens, c'est différent» et quand, lui va la poser sur la table, déjà, ce sera beau. Pour finir sur, bah, les étiquettes, on a travaillé du coup avec une artiste. L'idée, c'était qu'il y ait une patte, manuelle, du début à la fin sur la bouteille et donc c'est une amie qui nous a fait une linogravure et donc on est très satisfait. Et cela fait désormais 5 ans que vous êtes lancé dans la culture de la pomme et de la production du cidre. Est-ce que vous êtes toujours satisfait de ce choix de vie? Il y a des moments où c'est dur, mais en fait, on se dit que ça en vaut la peine. Typiquement, quand je parle aux personnes âgées du coin du ramassage des pommes à la main, pour elles, c'est un doux supplice qu'elles ont vécu durant leurs enfances, respectives. Elles conçoivent pas qu'on fasse un système basé là-dessus parce que c'était trop dur et en fait, tout dépend des objectifs qu'on a. J'ai pas mal appris avec mon Tour de France à vélo. Je sais que je peux avoir une journée très dure, mais si le soir je rentre, que je suis au chaud et que je mange chaud, je peux endurer pas mal. Donc ça a été assez bon dans ma construction d'avoir le temps de prendre du recul sur moi-même. Donc ça, c'était important et aujourd'hui, je suis hyper heureux, pour plein de choses. En fait, c'est des petites joies simples du quotidien. C'est, croiser un chevreuil quand je suis en train de tailler les pommiers. C'est, un bon feu, bah, comme je disais, le soir, un bon feu de cheminée, dans un poêle parce que les cheminées, c'est pas le plus écologique, en termes de rendement, dans un poêle, c'est tout aussi beau et ça chauffe bien et c'est plein de petits moments, de rencontres, je suis hyper content de rencontrer des clients. On a quand même peu de gens qui sont critiques. Il y a quand même beaucoup de gens qui accueillent avec beaucoup de bienveillance, les projets. Ça m'a permis de faire des rencontres que j'aurais probablement jamais faites. Donc oui, je pense que je suis profondément heureux, mais tout n'est pas accompli. Comme je disais, par exemple, je n'ai pas le confort financier, aujourd'hui, qui quand même, me rassure pas mal au quotidien, notamment quand on a des perspectives familiales. C'est jamais tout blanc, c'est jamais tout noir. La question, c'est est-ce que j'ai trouvé un équilibre qui me plaît? Et ouais, je crois. Comment est-ce que vous envisagez l'avenir du marché du cidre en France? Est-ce que vous pensez qu'il pourrait potentiellement connaître un essor similaire à celui de la bière? En gros, les ordres d'idées au niveau mondial sur les consommations de produits alcoolisés, c'est la bière qui est numéro un avec, je sais plus 80 ou 85 du marché, à l'échelle mondiale. Le vin doit péniblement se hisser à 10-12 du marché. Donc déjà là, il y a un vrai seuil et le cidre, c'est 1 de la consommation mondiale. Aujourd'hui, on sent qu'il y a un petit retour à la mode du cidre parce que, bah, les gens, effectivement, ont fait le tour des bières.
Ils se sont dit: «Ah, c'est rigolo, c'est sympa. Ah, on est allé sur les IPA hyper amers, rigolo. On est allé sur les sour hyper acides, OK, sympa. Et maintenant, quelle est la prochaine, boisson?» Et donc la bière a mis 10 ans à se hisser, à faire des bières de producteurs, ce qui est génial. Mais il y avait déjà une consommation de bière qui était immense et un bassin potentiel de consommation énorme. Le cidre, c'est déjà, plus confidentiel, c'est encore très poussiéreux comme image, même si dans la l'AOP, les autres producteurs ont fait un travail formidable en termes de qualité de production. Moi, je suis arrivé, c'était un peu tapis rouge en réalité, hein. Il y a eu 30 ans d'expertise de la part des autres producteurs et de travail pour obtenir l'AOP, qui a été fantastique. Et du coup, on a encore plein de questions. C'est mal maîtrisé. L'œnologue, souvent, je lui pose des questions, il y a pas de réponse. Il y a des vrais enjeux, aussi à ce niveau-là, et peut-être que l'engouement, si un petit engouement sur le site, ça fera encore, monter la qualité et la diversité, et peut-être que du coup, ça peut faire un peu boule de neige. Alors pour terminer, Mathieu Lacourvérane, pouvez-vous nous dire où se procurer vos produits? Et ces produits d'ailleurs, quels sont-ils? Alors on a une gamme de cidre, mais du coup, on travaille aussi sur les produits de la pomme, donc cidre, jus de pomme évidemment, et vinaigre de cidre. D'ailleurs, petit aparté, en fait, le cidre, c'est une des boissons les plus écologiques dans les boissons alcoolisées, parce que du coup, ça ne consomme pas d'eau contrairement à la bière, et ça utilise moins de pesticides pour les pommes à cidre que le vin, notamment. Souvent et quasiment tout le temps, les vergers sont enherbés, donc plus favorables à la biodiversité. Donc on a quelque chose de très écologique, et même par rapport à du jus de pomme, par exemple, le jus de pomme, faut le pasteuriser, donc on va le faire chauffer, et en fait, le cidre, à aucun moment, on va avoir besoin d'énergie pour le chauffer. Donc on a finalement une boisson qui est aussi, assez écologique, mais le jus de pomme reste un moyen de conservation, de la pomme qui est hyper intéressant, notamment, bah, pour tous ceux qui peuvent pas consommer d'alcool. Jus de pomme, vinaigre de cidre, donc en complément de la production. On travaille avec un œnologue, et ce qui nous permet de travailler sur différents formats. Donc on a des, bouteilles de 75, mais aussi de 33, ce qui marche bien l'été. Et puis on a dans notre gamme, du coup, le cidre du Perche AOP, mais du coup, dès qu'on sort du cahier des charges, alors nous, on paye quand même une cotisation, ce qui est la particularité de notre AOP, mais du coup, on va plus pouvoir utiliser le mot perche sur nos bouteilles. Donc on a des cuvées avec des variétés de pommes acidulées. On a parlé tout à l'heure de méthode champenoise. On n'a pas le droit de dire méthode champenoise en réalité. Du coup, c'est méthode traditionnelle, mais ça parle à personne, ce mot-là. Donc travail sur pupitre, remuage, dégorgement. Il doit y avoir des vidéos sur YouTube pour voir, s'il y en a qui se représentent pas à quoi ça ressemble. Et puis, on va aussi travailler sur des cidres tranquilles, c'est-à-dire des cidres qui n'ont pas de bulles, donc sans effervescence, qu'on va passer en fût de Calvados pour du vieillissement, du boisé, des choses comme ça. Donc on s'amuse un peu avec le produit. Là, on est aussi en train de tester des infusions de plantes. Je pense que c'est aussi parce que je viens pas de Normandie et je viens pas du monde agricole spécialement. Et donc on n'a pas les mêmes barrières pour faire, certains diraient n'importe quoi avec le produit. Mais ça nous empêche pas non plus d'être, le plus gros de notre production, c'est le cidre du Perche AOP, qui est quand même marquant pour les gens, même, touristiquement ou localement, c'est le best-seller, si on peut dire commercialement. Parce qu'en fait, les gens sont quand même attachés à un goût et à une image que le produit apporte. Et en disponibilité, ben, en local, nous, on fait beaucoup de visites de cidreries. On est maintenant dans le guide du Rota. Donc ça, c'est chouette. Donc je vous invite à venir, visiter si vous souhaitez. En local, dans le Perche, il y en a pas mal, quelques restaurants à Paris, et ensuite, comme je suis tout seul, c'est le problème de la logistique. Donc je travaille avec un grossiste qui s'appelle Cidrea, qui peut envoyer les bouteilles au détail. Le problème d'une bouteille, c'est que c'est lourd, et du coup, les frais de port sont chers. Donc ça, c'est des vrais enjeux aussi. La question de l'export se pose aussi. J'ai eu des demandes, mais du coup, faire un projet écologique pour envoyer des bouteilles de l'autre côté de la planète avec, moitié verre, moitié liquide, ça pose question. Même si nous, on essaye de travailler sur la consigne, je doute que des Taïwanais, renvoient les bouteilles vides. Donc, voilà, il y a des enjeux, et en même temps, quand il faut la trésorerie, il va falloir trancher aussi. Donc voilà pour, nos gammes et et là où on trouve nos produits. Aujourd'hui, c'est une petite production encore, hein, mais voilà, en fait, en local, ça se passe super bien. Ce que je pensais pas du tout, qui allait se passer. Parce que je pensais que tout le monde avait déjà son producteur de cidre, déjà même son papy qui faisait encore du cidre. Merci beaucoup Mathieu Lacourvérane pour cet échange pétillant. C'est assez impressionnant de voir combien le cidre est finalement au carrefour de nombreux enjeux, que ce soit lié à nos territoires ou même à notre environnement. Votre récit invite d'ailleurs à la réflexion sur sa manière de consommer et notamment en privilégiant les circuits courts.
Et sur ce, on vous dit merci d'avoir partagé ce moment avec nous. Alors si vous l'avez apprécié, n'hésitez pas à le faire découvrir à l'un de vos proches et on se retrouve très vite pour de nouveaux podcasts inspirants. Pour suivre nos actus, nous contacter ou vous abonner à notre newsletter mensuelle, rendez-vous sur www.écologiehumaine.eu.